Et donc, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que le son fonctionne? Bon, il y a 3 personnes, ça va, c'est tranquille. Ça va se terminer en visio. Le son. Ok. Parce que moi, les interfaces graphiques, c'est pas trop mon kiff en fait. J'ai mis un temps mais phénoménal à configurer OBS plus Twitch, etc. Dès qu'il n'y a plus de ligne de commande, je suis paumé en fait. Donc, on va attendre que les gens ils arrivent, s'il y a des gens qui arrivent. L'idée, c'est de partager un peu ce que je fais, en particulier avant de faire les articles, etc. Je joue avec plein de petits bidules commandés surtout sur AliExpress. Donc là, j'accumule. J'ai accumulé une quantité assez phénoménale. Ça, c'est 2 semaines de AliExpress. Parce qu'il y a un truc sur AliExpress, je sais pas si vous êtes habitué, mais généralement, quand on arrive sur la page d'accueil, on vous propose des choses que vous avez déjà regardées, mais il faut en acheter plusieurs. C'est-à-dire que je peux vous montrer. J'ai un navigateur qui est là. Si on arrive sur la page d'accueil d'AliExpress, voilà, ça nous affiche plein de petites choses et généralement, après il y a des trucs, des bancs en cuir, ça je me souviens pas d'avoir commandé, mais bon. Quand on clique, voilà. Donc le principe c'est on vous repropose automatiquement des choses que vous avez déjà regardées ou que vous avez en relation avec des choses que vous avez regardées. Et s'il y a un truc intéressant, le piège, c'est qu'on l'ajoute aux sélections et il en faut 2 autres pour avoir la livraison gratuite. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue à regarder, on ajoute. Oh, ça a l'air intéressant. Donc on l'ajoute aussi. Ah tiens, des filaments LED, etc. Je l'ajoute. Mais on ne s'arrête pas de regarder. Et c'est là où est le piège. Parce qu'on continue de descendre. On se dit, tiens, des nouvelles cartes ESP32, C3, etc. On ajoute. Et il en faut de nouveau 2 pour obtenir. Et ça continue jusqu'à. Et sachant que le montant est ridicule. Donc forcément, jusqu'à ce qu'on arrive à 20 ou 30 euros, en fait, on a un joli panier, on le commande, on lâche une trentaine d'euros. Et le truc très amusant, c'est qu'il y a la moitié de ce qu'on a commandé, qu'on oublie totalement qu'on a commandé. Donc là, dans le carton, il y a des choses, je ne sais même plus que je les ai commandées. Du coup, ce sera une surprise pour moi comme pour vous. Donc, c'est un peu Noël, AliExpress, c'est Noël tout le temps. Hey, coucou Chavenet, coucou Latéraluse. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté de l'écran en fait, quand on n'a pas l'habitude. Et donc, avant d'attaquer le déballage sauvage, tu vas trouver des barres en cuir. Non, non, ça c'est. En fait, je les commande sur Amazon, généralement, donc je sais pas, il y a peut-être un lien entre Amazon et AliExpress. Non, mais je sais pas. Des fois, ils proposent des trucs. Il y a peut-être une intelligence artificielle derrière qui déduit automatiquement que si tu commandes plus de 3 fois des ESP32 C3 et des adaptateurs USB, alors tu dois être intéressé par des bancs en cuir ou d'autres choses exotiques comme ça. Euh, je sais pas. Mais en tout cas, je les ai pas commandés. J'attends une offre en fait. Donc avant d'attaquer le déballage, il y a des choses que je suis en train de faire ou que je suis en train de préparer pour les prochains magazines. Et parmi ces trucs-là, il y a un truc que j'ai trouvé absolument génial. Ça faisait un bout de temps que je voulais m'intéresser à Coreboot, qui est donc un un BIOS, PC et autres alternatifs entièrement open source, avec des blobs comme d'habitude dedans, etc. Et tout ça est parti d'un problème que j'ai eu avec la carte mère que je vais vous montrer. Et hop. Donc c'est parti de ça. Donc ça c'est une vieille carte mère, enfin vieille, et je la conserve précieusement à cause des slots. Parce qu'on a un PCI Express 1X, un PCI Express 16X et 2 slots PCI. Et c'est
Très difficile actuellement de trouver des cartes mères qui ont encore du PCI, des neuves c'est hors de question, et des occasions. Bah, ça commence à devenir un peu du délire au niveau rétrocomputing. Parce que des prix, ils te vendent des cartes mères avec du PCI à 200 euros, alors qu'à 200 euros, ben, tu peux t'acheter un Lenovo, un ThinkPad sans le moindre problème. Attention, si tu cliques sur les banques, enfin, tu vois, les pages AliExpress. Ah, salut, ça a déjà. Bah oui, ça a commencé. Moi, je suis à l'heure. Salut, Jou92. Et donc, le problème. Alors là, on n'est pas encore dans le déballage, hein. Je fais une intro, mais sans drift. Enfin, si, c'est un drift, mais un autre. Je reste dans le contexte. Et donc, cette carte mère, de base, avec le. Donc, c'est une ASRock G41M-GS. Elle arrive à booter sur de l'USB. Sur les disques durs, il y a deux contrôleurs SATA, un contrôleur EIDE, là. Euh, sur du CD, il y a même un contrôleur floppy, on peut booter sur floppy, mais j'ai plus de lecteur de floppy qui fonctionne. Mais moi, j'avais pas envie de me trimballer un disque dur SATA comme facile à sourcer sur Amazon pour 50 balles, parce que ça suppose plein de câbles d'alimentation, etc. Donc je suis tombé là c'était sur Amazon, sur ceci, qui est un adaptateur NVMe vers PCI Express. Donc il suffit de mettre un disque SSD NVMe dessus, comme ça, on l'enfonce, et normalement la machine voit le disque et peut booter dessus, à condition que le BIOS reconnaisse de base le périphérique comme étant un média bootable. Ce qui n'était pas le cas du BIOS d'origine. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder. Tiens, bah, ça faisait longtemps que je voulais regarder ce que c'était Core Boot, comment ça se compile, comment ça se bidouille, etc. Et il se trouve que cette carte mère, G41M-GS, est parfaitement supportée par Core Boot. Du coup, j'ai commencé à m'amuser avec le firmware. Ça se recompile. Alors, Core Boot, très exactement, c'est pas un BIOS, c'est un firmware d'initialisation de matériel. C'est-à-dire qu'il ne propose pas du tout les fonctionnalités de BIOS comme le boot, etc. C'est juste un socle, et généralement par-dessus, on rajoute un petit bout de soft. Il y en a plusieurs, ça s'appelle des payloads. Celui de base s'appelle C-Boot et fournit des fonctionnalités qui permettent de démarrer la machine, etc. Et du coup, on recompile un BIOS pour sa machine avec une interface kconfig qui ressemble beaucoup à ce que à ce que propose Buildroot par exemple, avec des menus façon noyau. Et ici, hop, on a la flash. Donc là, celle, moi je l'ai changée parce que celle d'origine, je peux vous la montrer parce qu'elle traîne là. Hop. Ça, c'est la flash d'origine, qui ne fait que 1 méga. Et comme Core Boot permet d'intégrer des payloads CBIOS, mais aussi Grub, directement dans la flash, c'est-à-dire que la machine démarre, et pas besoin d'un Grub sur un disque ou un truc comme ça, Grub est directement intégré sur la carte mère dans la flash. Par contre, quand on active beaucoup de payloads, bah, il faut une flash d'une taille conséquente, donc 2 mégas, 4 mégas, etc. Et bah, moi j'en avais qui traînaient des flashs de 16 mégas, du même constructeur qui est Macronix, et que j'ai placé sur un PCB pour transformer ça en DIP8, pour l'intégrer dans le... Alors ça se retire, voilà. Ce qui permet une conversion. Ce genre de petit PCB, ça vaut rien du tout, ça se trouve sur AliExpress. Il faut avoir des bons yeux ou une bonne loupe pour souder. Et partant de là, on peut changer les flashs sur des cartes mères qui, à l'origine, ne supportent pas ce format-là. Et du coup,
grâce à Core Boot et CBIOS, bah, je peux démarrer hop, sur mon NVMe et il n'y a pas de disque dur. Enfin si, il y a un disque dur là, mais il n'y a pas toute une salade de câbles, etc. Il y a un autre truc très intéressant avec cette carte mère, cette mise en œuvre de la carte mère, c'est que j'ai utilisé ceci. Alors, c'est toujours galère à retirer délicatement. Ça, c'est ce qu'on appelle un Pico PSU. Ça vaut une cinquantaine d'euros. La marque officielle, la vraie marque, parce qu'il y a plein de clones sur AliExpress. Alors, j'achète énormément de choses sur AliExpress. Il y a quelques trucs que je n'achèterai jamais sur AliExpress. Des alimentations pour quelque chose d'aussi sensible qu'une carte mère, parce que généralement, elles ne tiennent pas du tout les spécifications qui sont annoncées. Je ne commanderai pas non plus de disque dur, parce que des disques durs de 16 Tera à 17 euros, qui en réalité, quand on le branche, il vous affiche bien 16 Tera, mais il n'y a pas 16 Tera de flash sur le SSD. Il y a peut-être, je sais pas moi, 128 gigas. Et au-delà, ben on commence à avoir des problèmes d'écriture ou de lecture, etc. Parce que c'est tout le temps les mêmes données qui sont recyclées, on ne peut pas le formater. Ah oui, si vous voulez tester CBIOS, Core Boot, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte mère compatible, parce que obligatoirement, vu que c'est un BIOS, c'est forcément associé à une carte mère ou à un laptop, donc une carte mère de laptop. Faut que les périphériques soient tous gérés correctement. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle carte mère et coller un Core Boot dessus. Hein. Ça, il faut voir la liste. Quand j'ai écrit l'article, il y avait 585 cartes mères et laptops officiellement supportés. Et donc, pour en revenir à l'alimentation, ça remplace complètement une alimentation ATX, un gros bloc, et ça prend en entrée du 12 volts. Donc il faut une brique fournissant du 12 volts. Pour cette carte mère-là, alors il y a une subtilité. Pour une carte mère récente avec un Atom ou des cartes mini ITX actuelles, même avec du Ryzen ou des processeurs récents, ça consomme énormément moins que ce genre de choses. Là, le CPU, c'est un Intel Core 2 Quad, Q6600, un truc comme ça. J'ai pas mesuré la consommation, mais ça, c'est un Pico PSU 150 watts. J'ai essayé de l'alimenter avec un truc que je vous montrerai tout à l'heure, parce que je sais qu'il y en a dans le déballage AliExpress, qui permettent de fournir du 12 volts à partir d'un bus, d'une prise USB-C Power Delivery. C'est simple, la machine ne démarrait pas. J'appuyais sur le bouton, les LED s'allumaient, elles s'éteignaient immédiatement. Donc j'ai dû commander, là ce coup-ci sur Amazon, une brique d'alimentation 12 volts 10 ampères, ça fait 120 watts, et là la machine démarre. Mais ça évite quand même, alors voilà, ça fait des achats, etc. Mais ça prend beaucoup moins de place qu'une Alim ATX. Comme on a déjà tous utilisé, on pose la brique, le gros bloc ATX avec plein de câbles, etc. Bon, il y a certaines alimentations où on peut déconnecter les câbles de l'Alim, les câbles pour le SATA ou les disques IDE. Mais ça prend énormément de place, ça fait du bruit, etc. Là, il y a zéro bruit, à part le ventilateur du CPU. Il n'y a pas de... C'est discret et c'est silencieux. Après, il faudra que je mesure la consommation de cette carte mère, que je garde à cause du PCI, parce que j'ai une vieille carte de développement PCI. Donc ça, c'est un CPLD Max 2. Je devrais plus développer sur ce truc-là, parce que plus personne l'utilise, et puis le PCI, c'est plus utilisé non plus. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce que je la trouve trop choupie, la carte. Et puis PCI, c'est beaucoup plus simple à utiliser que du PCI Express. Donc ça, c'est un truc, l'article, je l'ai fini. Donc à vue de nez, d'après l'estimation, le truc il devrait faire 22 pages. Ça couvre ce que c'est Core Boot, comment on le compile, comment on rajoute les payloads qui vont bien. Et j'ai même fait un petit Hello World parce que c'est super facile de développer pour Core Boot. Donc on peut s'amuser à faire en C des programmes qui sont directement dans le BIOS de la machine. Et ça, c'est super rigolo. Et du coup, j'en ai profité pour développer un truc. Il y a un truc qui est important quand on parle de Core Boot et de CBIOS, c'est pas un setup BIOS.
Il n'y a pas, j'appuie sur Escape ou sur F2 ou sur Delete et je me retrouve avec un menu qui permet de configurer la date, l'heure, les disques, etc. Euh, Ça ne fait pas ça, ça ne propose pas d'interface utilisateur. Il y a une différence, c'est ce qu'on appelle un setup BIOS, les BIOS qu'on a habituellement dans les flashs sur les PC. Core Boot et CBIOS, la configuration se choisit au moment de la compile. Donc si vous voulez désactiver des choses, ça se fait dans le support, dans la configuration des sources. On désactive, là j'ai désactivé pour cette carte, le BIOS ne supporte pas le EIDE, la carte son, le contrôleur VGA intégré a été désactivé aussi, parce que j'ai rajouté une Radeon avec une sortie HDMI qui est plus lisible. Euh, donc ça remplace pas, c'est pas pareil qu'un BIOS normal, quoi. Donc ça c'est fini, l'article il est fait. Euh, un autre truc sur lequel je suis en train de bosser, euh, dans un numéro récent, j'ai traité du Digilab, de Kix le Geek, d'un numéro récent, le numéro qui est actuellement en kiosque. Et du coup, j'ai pas pu m'arrêter. Parce que, alors, chapeau bas à Tix le Geek, parce que développer des applications Flipper, c'est une horreur. C'est le toolkit, toute la partie gestion du toolkit graphique. Il y a 50 manières d'afficher des écrans, des menus, de récupérer des events. J'ai galéré comme pas possible. On a l'impression que c'est trois équipes de développement différentes qui ont bossé sur l'interface graphique pour faire une API. Parce que un coup, je te passe les arguments sur un pointeur avec une structure, avec tous les éléments dedans. Des fois, les callbacks, ils sont directement dans l'appel de la fonction, on fournit le pointeur pour le callback, et des fois, non, il faut passer une structure avec le pointeur du callback dedans. On a l'impression que ça a été fait par plusieurs équipes de développement différentes. Et donc, il y a un truc qui revient continuellement quand je développe des petites cartes, etc., c'est que j'ai besoin d'une horloge. Donc là, c'est une DS 3231, 3132, un des deux, qu'on reconnaît avec la petite pile, etc. Hein, c'est la même chose que la 1305, mais adaptée à du 3 volts. Et à chaque fois, que ça soit sur de l'Arduino, de l'ESP32, etc., on est obligé de configurer l'horloge. Et la solution pour l'instant que j'avais de plus simple, c'était de faire sur une platine à essai un petit montage avec une Raspberry Pi Pico et un petit outil en C que j'ai développé pour prendre leur système sous Linux via la Raspberry Pi Pico, pousser l'heure et initialiser l'horloge qui ensuite continue tout seul avec sa pile. Et chaque fois, il faut, voilà, ou alors il faut prévoir directement dans le code Arduino ou autre de quoi configurer l'horloge. Et c'est super pénible, ça bouffe de la place, ça complexifie les sources. Et je me suis dit, tiens, le flipper, il pourrait servir pour ça. Puisque il y a un bus I2C, l'horloge est en I2C, et du coup, ça c'est, il faut que j'écrive l'article, mais il faut que je mette tout ça au propre, parce que le code, ça part dans tous les sens. Et j'ai fait une petite application qui permet de vite brancher une RTC avec sa pile. Hop. Non. Et donc, comme le flipper a aussi son horloge qui généralement est synchronisée quand on le connecte à un PC ou en Bluetooth avec un téléphone, en haut on a la date et l'heure du flipper, en bas on a la date et l'heure qui est actuellement configurée sur la RTC. Donc si j'enlève la pile et que j'enlève l'alimentation, la RTC reviendra à 0. Mais là, il y a une différence d'horloge parce qu'il y a une dérive naturelle. Et il suffit donc de connecter la RTC au flipper. On inscrit l'heure du flipper sur la RTC. Et pouf, elle est initialisée. On peut l'utiliser pour le montage. Donc ça, c'est un truc, il faut que je mette mes notes au propre, que je rende un peu propre le code, histoire de ne pas passer pour un gros bouffon du C.
dans l'article. Et ce sera une espèce de Hello World qu'on aura dans le magazine sur comment faire des applications Flipper Zero. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Il y a 2-3 autres trucs qui traînent, dont des titres de transport NFC, etc. Mais je cours toujours 50 lièvres à la fois. On va passer au déballage. Le premier... Pouf. Oui, il faut dézoomer. Donc pour ceux qui veulent savoir le setup que j'utilise pour le stream, la caméra, celle-là, c'est une IPEVO VZR. Normalement, c'est fait pour les artistes qui veulent streamer ou filmer quand ils dessinent ou des gens qui font des mangas, etc. Ou de la peinture ou n'importe quoi, ou des livres. Normalement, la caméra est faite pour ça, mais apparemment, ça fonctionne relativement bien. J'ai mis du temps à trouver. J'en avais discuté avec Fixou rapidement pour savoir ce qu'il utilisait. J'avais demandé à Yorzian aussi, Yves Rougy. Et en fait, c'est pas évident de trouver une caméra qui arrive à filmer top-down sans déformer complètement l'image. Alors que là, on voit que le tapis, il y a des lignes et il n'y a quasiment pas de déformation. Juste là-haut, peut-être. Un petit... on dirait que c'est pas droit. Et puis voilà. Par contre, le bidule coûte quand même 300 balles. Donc ça fait partie des principes que j'utilise, c'est qu'à partir du moment où je l'ai acheté, je savais que j'allais devoir streamer parce que sinon j'ai claqué 300 balles pour rien. Donc ça m'a un peu obligé moi-même. Ouais. Bon, après c'est du 4K. C'est pas il y a des modèles inférieurs, je crois. Mais bon, c'est pas un achat professionnel, ça n'a rien à voir avec mon boulot de rédac chef ou Diamond, etc. Mais je me dis que éventuellement, ça pourra nous servir à scanner des anciens magazines pour les mettre en ligne ou je ne sais pas. Enfin, je me cherche des excuses pour justifier 300 balles en fait. J'ai déjà fait pire, hein. J'ai un Kenwood dont je me suis servi une dizaine de fois. Avec les classiques, on fait des macarons, on fait... chez nous en Alsace, on fait du kouglof, etc. Tu fais les recettes une fois, tu es super content. Et maintenant, ça fait 5 ans que le Kenwood, à 1000 balles, il est planqué dans un placard dans la cuisine. Donc, c'est pas le seul achat stupide que j'ai déjà fait. Donc là, je vais essayer de continuer à streamer. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Je sais pas trop. On verra. Donc ça, c'est le genre de truc que j'adore. C'est souvent tu commandes sur AliExpress et tu reçois un paquet et puis dedans il y a plein de petits paquets. Ça, je pense savoir ce que c'est et si c'est le cas, c'est complètement démesuré. C'est complètement démesuré. Je vais avoir un bordel par terre après. Donc ça, c'est un adaptateur USB pour carte mère. Place. Donc c'est juste de la connectique. Je peux vous montrer, hop, parce que celui-là je l'avais préparé. Navigateur. Donc voilà, ça vaut 1,84 €. Et donc, peut-être vous mettre le lien pour... dans le chat. Hop. Et donc tous les autres, je suppose que c'est la même chose. C'est marrant, il y a des vendeurs, c'est overkill l'emballage, parce que c'était un sac hermétique dans lequel il y a des enveloppes à bulles, dans lequel il y a du papier à bulles, dans lequel il y a un sachet antistatique, dans lequel il y a le matériel. Alors que des fois, je reçois du matériel qui peut être sensible à l'électricité statique, qui arrive dans une pauvre enveloppe à bulles, et puis c'est fini. Et donc, ça tombe bien.
Ah, vous ne voyez pas parce que je ne suis pas sur le bon. Hop. Typiquement, ça se met là. Ce sont les cartes mères généralement ont de l'USB comme celle-là directement à l'arrière. Et souvent, il y a des connecteurs supplémentaires qui se trouvent sur la carte mère. Je suppose qu'il n'y a pas... Et c'est du bol. Il y a un détrompeur, parce que sur la photo, il n'y avait pas le détrompeur. Et du coup, il suffit... What? Et c'est là qu'il y a un truc bizarre. Parce que si vous regardez, les trous ne correspondent... Si, c'est moi qui suis débile. Et comme ça, on arrive à rajouter, et vous n'avez rien vu, facilement des ports USB. Bon là, ça touche la carte Altera. Mais ça permet du coup, si j'étais pas arrivé à changer le BIOS pour démarrer sur le SSD, j'aurais sans doute opté pour le boot USB, mais sans avoir un truc qui pendouille derrière. Et donc là, on peut directement rajouter ça peut même servir sur un serveur, hein, ou sur une machine standard, du moment que c'est pas un petit format NUC etc. De rajouter un support de stockage de 128 Go ou même 256 Go à l'intérieur de la machine pour stocker des sauvegardes ou n'importe quoi d'autre, quoi. Donc là, voilà, ça vaut 2 €. Hein. La plupart qu'on trouve sur AliExpress, il n'y a qu'un seul, sachant que les connecteurs sur la carte mère permettent d'avoir 2 connecteurs USB A femelle. Et donc j'ai dû chercher un petit peu pour en trouver un double. Et du coup j'en ai fait le stock tout de suite, quoi. Voilà pour ça. Suivant. Et donc là on arrive dans le territoire où je ne sais pas du tout. Il y a mon chat qui fait la faute. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est petit. Ah! Alors, je pense que je peux encore zoomer plus. Donc ça, c'est un adaptateur USB-C Power Delivery. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur les blocs d'alimentation USB-C, comme ça. Dézoomer un peu. Comme celui-ci ou... alors ça, c'est du cheap, je ne sais plus d'où ça vient. Et mes préférés, c'est ce modèle-là. C'est Ugreen qui fait ça. Donc bloc d'alimentation pour tablette, téléphone, etc. USB-A et 2 ports USB-C Power Delivery. L'USB-A ou les blocs d'alimentation qu'on trouve pour Raspberry Pi 2, 3 et 4, ou tous les autres blocs avec généralement du micro USB, ne fournissent que du 5 volts. Souvent jusqu'à 1 ampère, etc. L'USB-C Power Delivery, c'est ce qu'on trouve sur les smartphones, les tablettes et de plus en plus de laptops, dont ceux de Lenovo, les ThinkPad, qui sont livrés avec un bloc d'alimentation beaucoup plus gros et qui s'alimentent et se rechargent en USB-C, mais
la plupart du temps, c'est pas du 5 volts. Parce que en USB-C, comme il y a beaucoup plus de connecteurs, ou grâce au fait qu'il y ait beaucoup plus de connecteurs, il y en a un qui est dédié à la négociation du courant et de la tension sur l'USB-C. Du coup, ce genre de chargeur ou celui-là, il faut regarder ce qu'ils sont effectivement capables de faire. Et pour moi, c'est devenu la source d'alimentation presque par défaut maintenant. Et si on regarde, on a du 5 volts jusqu'à 3 ampères, du 9 volts 3 ampères, du 12 volts 2,5 ampères, du 15 volts 2,0 ampères, je dirais, et même 20 volts 1,5 ampères. C'est-à-dire que ce bloc d'alimentation, comme le U-Green, on retrouve quasiment les mêmes informations. On a du 5 volts, du 9 volts, du 12 volts, du 10 volts. Ok. C'est marrant parce qu'il devrait afficher aussi 20 volts. Et à mon avis, il y a une typo. Parce qu'après 12, c'est pas possible que ça soit 10. Ça, à mon avis, ça devrait être 20. Et tout ça sur le port USB-C. Par contre, si on branche un pauvre câble USB-C avec le fil rouge, le fil noir, il sortira que du 5 volts. Parce que les laptops, les tablettes et les smartphones, pour la charge rapide, négocient la tension et le courant qui circule sur le câble. C'est-à-dire que c'est le périphérique qui demande au chargeur: ok, vas-y, fournis-moi 20 volts et 1 ampère, comme ça je vais charger plus vite. Et ce que permettent de faire ce genre de petits bidules, il y a une toute petite puce dessus qui permet justement de négocier l'alimentation avec avec le périphérique. Du coup, avec ce genre de petits modules, là on voit mal, mais on voit qu'il y a un certain nombre de configurations qu'il suffit de souder des ponts. Alors là, il faut vraiment des tout petits yeux, enfin une très bonne vue, parce que les ponts de soudure, ils sont là. Donc, alors le tapis, il fait 1 cm. Les carreaux font 1 cm. Donc là, on a des tout petits trucs. Le pont de soudure, ouais, il faut être prudent. C'est pas les seuls qui existent. C'est dans une des enveloppes, mais je vais vous le montrer tout de suite. Ça, je l'ai pris. Ces modules-là, je les ai pris parce qu'ils prennent beaucoup moins de place que ceux que j'utilisais avant. Et surtout, ils sont configurables une fois. Et il n'y a pas moyen de se tromper. Hop, j'en avais déjà commandé d'autres qui avaient cette forme-là. Avec des petits interrupteurs. Et par contre, le problème, c'est qu'il n'y a aucun marquage. Donc on a bien une sortie de la tension souhaitée et la masse. On configure la tension qu'on veut avec les petits switches. Les petits switches qu'il ne faut pas oublier d'accompagner avec le petit papier qui va bien. Parce que si on le perd, on est foutu. Alors il y a un truc qu'il faut savoir sur ces... que ça soit la version avec les interrupteurs ou la version sub-miniature, je dirais même, toujours vérifier la tension de sortie. Toujours. Parce que là, par exemple, les switches, on est en haut, et 1, 2, 3, 4. Donc on configure comme on a envie. Je vais vous retrouver la page qui va bien sur AliExpress, qui est complètement déroutante. Je sais, vous voyez pas le navigateur, mais j'ai pas forcément envie que vous voyez toutes les conneries que j'achète parce qu'il y a des trucs, quoique c'est pas, il y a rien de super, il n'y a pas de bas en cuir. C'est juste que voilà, noyé dans la masse, il y a de la rame, il y a des pins, il y a des bouts de cuir pour éventuellement faire du loisir créatif. Il y a il y a des trucs à mettre sur les bottes, enfin sur les chaussures pour que quand on se balade dehors.
Mais il n'y a pas que ce que j'ai gardé pour le... Alors ça c'est le bidule qu'on vient de déballer, qui a la sérigraphie directement dessus. Donc les ponts de soudure, c'est ceux-là. 1, 2, 3, 4. Et la nomenclature derrière. Alors il y a deux versions du module, une low voltage et une high voltage. Moi, perso, j'ai jamais vu de blocs d'alimentation qui sont capables de fournir 48 volts. Et de toute façon, 48 volts, j'en aurais pas besoin. Donc j'ai pris la version low voltage qui va de 5 volts à 20 volts. Sachant que mes blocs Ugreen sont compatibles. Mais voilà, il faut... là, ça va être... j'ai pas de binoculaire, donc il va falloir que j'utilise une autre technique qui s'appelle JMMPP, je me mets plus près. C'est les inconnus qui avaient fait ça, ou les nuls, je sais plus, JMMPP, pour faire les ponts de soudure. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et la version... voilà. Et donc, ça, c'est la seule source d'information qu'on ait. C'est... c'est ce truc-là. C'est livré sans petites fiches, etc. qu'on peut garder. Donc, c'est impératif parce que si subitement, d'ici un an, tout le monde s'arrête de vendre ces machins, bah en fait, il n'y aura plus moyen de configurer les switches de façon raisonnable. Mais je le dis encore une fois, j'ai cramé une carte comme ça, hein. J'étais persuadé d'avoir repris la config que j'avais utilisée sur un autre module pour avoir du 5 volts. Et c'était 12 et j'ai dégagé la carte direct. Donc le testeur, c'est obligatoire. Pas le choix. Avec ce genre de choses, on peut pousser plus loin. Ça marche pour certains, dans certains cas et dans d'autres pas. Denis, arrête de faire n'importe quoi avec le... Hop. On va revenir à la cam. Je vais vous copier, coller aussi l'URL de ça. Alors, comme d'habitude, c'est du AliExpress. Ça vaut 3 cacahuètes. Voilà, là, c'est pour 10 pièces, ça vaut 7 euros. Et depuis que j'ai découvert ça, j'alimente presque tous mes montages avec ça. Donc bloc d'alimentation USB-C Power Delivery. Et derrière, je l'utilise, que ça soit sur du 12 volts ou du 5 volts pour même de simples montages à LED, etc. Parce que le courant est là. C'est pas comme l'USB standard, je crois. Deux têtes, sauf erreur de ma part. Un port USB 2 PC, c'est 250 mAh. Je crois que la norme, elle dit. Et donc, hors de question d'avoir un gros montage de ce type-là. Il y a un afficheur. Je suis en train de rouler sur le papier à bulles. C'est un afficheur, donc ça c'est du 14 segments. Non, c'est du 16 segments. Ce sont des afficheurs pilotés par un ESP32. Par contre, avec de l'USB, un port USB standard, 5 volts, 250 ou 125 mAh, il tient pas la charge. Il faut l'alimenter avec quelque chose de plus costaud. Et ça marche très bien avec ce genre de bloc d'alimentation. Et ce que ça permet aussi de faire, comme c'est capable de sortir, par exemple, du 12 volts, on peut très bien faire ce genre de montage. Je m'habitue au bouton. Ce genre de montage, donc on a l'adaptateur USB-C Power Delivery qui sort du 12 volts. Là, il est configuré en 12 volts. Et juste derrière, j'ai un buck converter qui transforme le 12 volts en 5 volts. Résultat des courses, à partir d'un simple bloc d'alimentation USB-C Power Delivery, j'arrive à sortir une masse, du 5 volts, du 5 volts et du 12 volts. Ce qui permet, pour ceux qui reconnaissent les PC, etc., d'alimenter par exemple un
un adaptateur qui normalement utilise un connecteur Molex pour disque dur. Comme on a les deux tensions qui vont bien, on peut se bricoler un adaptateur et se passer d'une alimentation de PC. Ici, en l'occurrence, ça permet de configurer, c'est aussi une carte FPGA qui doit être alimentée, mais comme c'est une carte FPGA qui, à l'origine, n'est pas un kit de développement, mais je crois que c'est un accélérateur cryptographique acheté sur eBay, mais c'était vraiment une affaire. Il faut alimenter la carte. Et ça passe par ce genre de bloc PCI Express qui fournit juste les tensions. Par contre, sur du PCI Express, il y a du plus 12 volts. Et des fois, la carte, elle veut du plus 12 volts, ne serait-ce que pour le ventilateur, et du 5 volts pour l'adaptateur qui lui-même fournira le 3,3 volts. Il y a un régulateur là. Et donc voilà, ça évite d'avoir à se trimballer une alimentation de PC ou même un Pico PSU avec le connecteur Molex. Et on a juste à brancher en USB-C un bloc d'alimentation. On connecte l'adaptateur pour le JTAG. La carte est alimentée, on arrive à la programmer. Ça prend moins de place qu'une alim de PC ou même un Pico PSU. Faire un peu de rangement. Du coup, ça va aller dans la même boîte que les autres. Hop. Et du coup, j'en ai plein. Donc, je pense que je vais... Ça, et en plus, vu la taille de ceux-là, c'est pour ça que je les ai pris, c'est parce qu'ils sont tout petits. Et du coup, ils peuvent s'intégrer à des montages directement sur la carte, quoi. Ou la platine à essai. Suivant. Ok. Ah, là je vous disais, voilà, ça c'est typiquement le truc qui arrive en un paquet, mais en fait il y a la sélection que je vous ai montré en début de stream, où on sélectionne plusieurs périphériques différents. Donc clairement ça ressemble à soit un écran LCD TFT, soit du OLED. SDA, SCL, etc. Donc c'est clairement du bus I2C. Donc c'est un écran. Hop. Donc j'ai a priori commandé deux écrans, c'est écrit dessus, Do It Yourself 2,5 pouces, 76 par 284 pixels. J'aime bien le format. La plupart des petits écrans qu'on trouve comme ça, souvent il y a quelques années c'était des blocs beaucoup plus gros et avec des afficheurs LCD mal collés souvent. Si je fouille, je dois encore en trouver un, mais bon, c'est pas forcément intéressant. Le PCB était rouge, l'écran était 2 fois la hauteur, avec une résolution toute pourrie, et souvent avec un lecteur micro SD card, ou voire SD card. Et la qualité de fabrication était bien naze, puisque l'écran se décollait du support avec le temps, et le rétroéclairage laissait fuiter la lumière sur l'interstice. Et surtout, le truc, c'est qu'il faut utiliser une colle spéciale pour les remettre en état, parce que si on utilise de la superglue, donc cyanoacrylate, ça dégage des vapeurs qui bouffent le plastique à l'intérieur du diffuseur du rétroéclairage. J'ai flingué 2 ou 3 mini-écrans comme ça. Mais bon, ça, c'est du matériel qui date d'il y a maintenant 5 ans. Maintenant, on a plus ce genre de choses pour afficher... un graphe, du texte, n'importe quoi. Je suppose qu'il doit y avoir des tonnes de bibliothèques pour ce genre de choses. À mon avis, ça vaut des clopinettes. Navigateur. Est-ce que c'était ça? Non. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc un écran. Donc c'est du TFT. Donc contraste correct, etc. 76 pixels par 284 à 3 euros. Après, je donne les prix, j'affiche les pages,
mais souvent sur AliExpress, les prix varient pas énormément. Mais là, vous le voyez à 2,89 €. Si ça se trouve, la semaine prochaine, vous revenez et il est à 2,50 €, voire à 3,10 €. Les prix sont super fluctuants sur AliExpress. On a le détail. Voilà, donc encore une fois, comme dit, c'est le format, moi, qui me plaît bien parce que ça permet de faire des petits montages qu'on peut coller sous l'écran, par exemple, d'un PC pour afficher une information complémentaire. Et alors typiquement, c'est ce qu'on avait, je sais plus comment s'appelait le projet qui utilisait des écrans HD 44-780, interfacés, je crois, en port parallèle à l'époque, qui permettait de remonter la vitesse des ventilateurs, la température, la charge système, etc. Là, maintenant, on a largement dépassé ce genre de choses. Alors, truc important, quand on fait ce genre d'achat, même si on est prêt à perdre 3 €, c'est le type de puce. Avant l'achat, immédiatement, allez voir s'il existe un support. Même si c'est une bibliothèque pour Arduino, c'est pas grave. Même si on n'aime pas Arduino ou l'IDE ou même la surcouche qu'il y a par-dessus, hein, le loop et le setup. Généralement, les bibliothèques, le code qui est à l'intérieur, on peut le reprendre pour du code en C avec de l'ESP32, du vrai C, et c'est pas un souci, quoi. Donc, toujours rechercher la, la, la puce ST7780. Si là, je cherche ST7780, bien sûr, ça sort des conneries. Lib. Et voilà, il y a une bibliothèque Adafruit. Bon, Adafruit, j'aime pas beaucoup le code qu'ils font. Généralement, c'est du gros bloatware. Il y a toujours des trucs qui servent à rien dans leur code, etc. Ou qui poussent des trucs. Ça m'étonnerait pas que cette bibliothèque Arduino pour Adafruit, c'est pour un de leurs produits. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres écrans. C'est planqué dans la bibliothèque, mais dès la mise sous tension du truc et le chargement, la première fonction d'initialisation de leur bibliothèque, ça affiche le logo Adafruit Industries sur l'écran. Chose que, enfin, je sais pas, je trouve ça déplacé. Je veux dire, si on fait une lib, qu'elle est open source, je veux dire, c'est mesquin de rajouter de la pub dedans. Pour moi, c'est de la pub, hein. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc I2C, une ligne d'horloge, une ligne de données, une masse, une alimentation. Ça s'alimente en 3,3 volts. Donc à pas brancher sur une carte Arduino. Sinon, pouf. Et puis voilà. Retour au top-down. Et hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? WebShare des 300 couleurs résistives. Pour pas trop. 30 balles. Ouais, ça vaut 3 €. Après, WebShare, j'adore. J'ai beaucoup de trucs de WebShare, dont des écrans e-paper. Eux fournissent. Ce que j'adore avec WebShare, c'est leur wiki, où il y a tout le temps des libres, tout le temps des Hello World, et c'est généralement bien documenté. C'est aussi ce qu'on paye. Là, t'es tout seul avec ta bite et ton canif, hein. Tu vas. Parce que forcément, la lib d'Adafruit Industries, elle n'est pas forcément pour ce modèle-là, ou alors la puce, c'est pas une vraie ST77 machin, c'est un truc cloné chinois, et avec des petites différences. Ça aussi, j'ai déjà rencontré sur des contrôleurs Illy, et je me souviens plus le chiffre derrière, mais c'était pas la vraie puce et les timings étaient pas bons du tout. Alors ça c'était typiquement. Là, vous avez une commande où j'ai acheté 2 fois l'écran parce que je trouvais les écrans vachement bien à 3 € et qui pouvaient me servir. Et il fallait rajouter un truc en plus. Et j'ai rajouté ça, qui, sauf erreur de ma part, est un truc à ne surtout pas brancher sur alors un énième câble micro USB. J'en ai déjà des tonnes. Je vais ouvrir une boutique à câble micro USB, moi. C'est un ampli. Touk. Donc elle est là, low noise amplifier, pardon. C'est marrant, ils mettent pas la puissance. Et ça se balade à l'intérieur. Ok, donc je suppose que ça tient grâce
aux petits anneaux. Mais qu'ils ont. Pourquoi livrer le bidule complètement démonté avec en cadeau les caches en plastique? C'est intéressant. Et donc ça s'alimente en micro USB, c'est pour ça qu'il y avait le câble avec. Et donc c'est un ampli pour la réception. Alors je suis pas du tout, j'ai jamais passé ma licence radio amateur, on peut me considérer comme un radio-écouteur, parce que des RTL, SDR, etc., pour recevoir des émissions satellites, etc., j'ai jamais fait l'effort de passer ma licence radio amateur, parce qu'il faut apprendre des trucs par cœur. C'est pas pour la technique, c'est parce qu'il faut apprendre par cœur la législation, et ça me saoule. Et je crois qu'il y a quelques années, il y a 4 ans ou 5 ans, il fallait encore connaître le morse. Maintenant, c'est a priori plus nécessaire, mais il faut se remettre dans une situation d'élève, passer un examen, etc. Ça prend du temps, et du coup, je vais faire comme plein d'autres gens que je connais qui sont radio-amateurs, mais ils sont retraités, parce que c'est là que tu as le temps de te remettre le nez dans les bouquins, etc. Et, voilà. Donc ça, c'est surtout pas branché à un émetteur quel qu'il soit. Je le destine, si ça marche bien, qu'il n'y a pas trop de bruit. Bonjour, c'est un amplificateur à faible bruit de 0,1 MHz à 6 GHz. J'ose même pas imaginer la simplicité de ce qu'il y a dedans. Ça doit générer un bruit phénoménal. Donc généralement, la manière d'utiliser ce genre de choses, c'est un filtre avant et un filtre après. S'il y a des radioamateurs qui morse, c'est plus nécessaire. C'est vrai, je crois il y a 5 ans, hein, c'est ça? Mais c'est pas le morse. Apprendre du morse par cœur, j'ai déjà appris d'autres trucs à la con pour des jeux et des machins comme ça. C'est la législation qui dit, voilà, à telle fréquence, telle bande, c'est tant et tant de puissance maximum, etc. Et repotasser des trucs que tu apprends en classe, tu sais, des maths que tu apprends en classe, mais 25 ans après que tu étais en classe, enfin plus, bon, on va dire 25 ans, faut réapprendre tous ces trucs. Ça prend du temps. Et du temps, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est les différents âges. Quand tu es jeune, tu as du temps, tu as de l'énergie, mais tu pas de pognon. Après, tu arrives dans la quarantaine et que c'est 30-40, tu as du pognon, tu as encore de l'énergie, mais tu absolument pas le temps parce que tu bosses tout le temps. Et après, tu es retraité, tu as plein de temps, tu as du pognon puisque tu es retraité si tu t'es bien démerdé avant. Par contre, tu plus du tout l'énergie de faire des choses. Donc, il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Donc là, l'ampli, ouais, c'était livré avec. Je pense pas revenir en détail dessus. Après, parmi les choses qu'on déballe, je pense que je vais pas tout arriver à déballer aujourd'hui parce que je voudrais pas avoir mal à la gorge demain matin. Moins. Je pense que il y a des trucs un peu plus compliqués dans le lot qui méritent que on fasse un stream dessus. Peut-être les écrans, par exemple. Je sais pas encore sur quoi. Il faut que je réfléchisse. Là, c'est sur un coup de tête. Et je me suis dit, tiens, il faudrait streamer parce que je reçois des trucs. C'est intéressant, je pourrais en faire profiter les autres. Mais je me dis aussi que montrer de manière interactive, comme le coup de la carte mère ou de l'application Flipper Zero, peut inciter les gens qui veulent en savoir plus à lire l'article, parce que je vais jamais dans un stream détailler complètement comment on se sert d'un truc, et puis sachant que dans les articles je creuse énormément pour Core Boot. Voilà, l'idée c'est parti d'un truc à la con, tiens j'arrive pas à booter, j'utilise Core Boot, ça c'est fini. La dernière partie de l'article c'est tiens je vais regarder comment on programme quoi. Ça c'est pas possible, ou alors le stream durera 5 heures et je vais être dead à la fin quoi. Mais je me dis peut-être reprendre des trucs qui sont publiés dans le magazine et les survoler ici, comme le numéro qui est actuellement en kiosque de Hackable. C'est sur le NFC, la version clonée du Proxmark, le clone chinois super pas cher, 20 euros, et les Caméléons Ultra qui sont des petits porte-clés. Hop, comme ça.
Alors ça c'est un vrai caméléon ultra. Ouais, je sais, ça drift. Mais ça devait, hein, c'est la tradition. Donc ça, c'est un caméléon, un vrai caméléon ultra. C'est un émulateur de tag NFC et RFID. Euh, Low frequency et high frequency. Et ça, c'est un clone chinois. Et donc, le numéro qui est actuellement en kiosque, c'est de l'autre côté, traite entre autres ce matériel-là, mais super en détail, avec un cas pratique. On clone un tag que j'ai trouvé dans la rue, etc., après l'avoir craqué et ce genre de choses. Mais je me dis, une prise en main de ce genre de matériel ou du Proxmark pour regarder comment casser le chiffrement de, de- de- euh, des tags MIFAR classiques, ou simplement une prise en main de ce qu'on peut faire avec un Proxmark, ça peut faire un stream, puisque je m'en sers tout le temps, euh, et sans interférer avec l'article, mais voilà quoi. Je sais pas, j'ai tellement de trucs en cours de route, et je passe du coq à l'âne, et des fois en gérant plusieurs projets en même temps. Ah bah ceux-là, je les ai attendus super longtemps. Alors ça va finir en article, forcément. Euh, alors, on connaît les cartes Raspberry Pi Pico, on connaît les Arduino, on connaît les ESP32, comme ça. ESP32 avec ici un contrôleur Ethernet, ça aussi c'est censé devenir un article. Parce que j'aimerais bien avoir. Non, j'arrête de drifter. Putain, mais Emile il m'a contaminé en fait. Et donc, on a aussi ce genre de microcontrôleurs qui sont sur une base RISC-V. Que je dise pas de bêtises, c'est WCH qui fabrique ça et c'est des CH32. Et les microcontrôleurs valent, euh, c'est en centimes. Juste la puce là, je crois que c'est 2 cents, un truc comme ça, si on achète ça en ligne. No drift. J'essaye de me contrôler. Mais moi, je drift tout le temps dans ma tête, en fait. C'est pour ça, donc des fois, il faut que ça sorte. Euh, et donc, je vais vous retrouver aussi la page. Alors, ça, c'est un autre problème d'AliExpress ou une bénédiction. C'est que je les espérais plus. Des fois, on commande des trucs, ça reste coincé à la douane ou dans un pays de transit, etc. Et ça met littéralement 3, 4, voire 5 semaines à arriver et on oublie complètement qu'on s'était intéressé à ça. Et du coup, on a une excellente surprise et avec un peu de chance, ça arrive juste à un moment où on était à court d'idées ou qu'on n'avait pas envie de poursuivre les autres idées. Il y a ça qui arrive. Ah tiens, je vais regarder. Et donc ça, c'est une platine de développement. Par contre, ça doit être enterré dans une vieille commande, ça. Souvent, ça arrive aussi qu'on recommande des choses qu'on a déjà commandées en oubliant qu'on les a déjà commandés et qu'on les a parce qu'on les a pas reçus ou on les a reçus, on les a mis dans la boîte à plus tard, on a oublié qu'on les avait reçus et on les recommande. Mais encore une fois, hein, c'est comme c'est des voilà, hop. Donc même là, je partage pas du tout le bon. Donc voilà, la carte, le module, c'est CH32V003. Les 10, ça vaut 8 euros. Donc on est en dessous de l'euro pièce. Les détails, je ne sais pas s'ils donnent les spécifications. Donc voilà, c'est du RISC-V 32 bits, 48 MHz, 2 kg de RAM et 16 kg de flash. Donc c'est plus ou moins équivalent à une petite carte Arduino ou voire du Blue Pill STM32. Et donc il y a tout un kit de développement qui existe, a priori simple d'utilisation. Et apparemment c'est très à la mode. Et c'est vrai que tous les petits gadgets qu'on reçoit quand on pioche du matériel à regarder, c'est souvent maintenant ces microcontrôleurs qui sont dedans, et plus du tout de l'ESP32 ou de l'ESP8266.
Ou fut un temps, il y avait carrément de la VR ou du STM32. Maintenant, a priori, tous les gadgets chinois lumineux, etc., ils ont tous ce microcontrôleur dedans. Du coup, ça peut être très intéressant de foutre son nez dedans. On va pas le faire là, regarder le SDK. Ça, typiquement, ça peut être un stream intéressant de regarder ce qu'on arrive à faire, effectivement, et de faire le tour. Si on regarde les périphériques, voilà, il y a un bus SPI, un port série, un bus I2C, un convertisseur analogique digital, OPA, ça ne dit rien. Op-amp? Non. Pourquoi il y aura un op-amp dessus? Après, voilà, un timer, donc ça c'est ouais, c'est le truc qui génère les interruptions. Ben, voilà, c'est un petit microcontrôleur, mais c'est 1 € pièce, quoi. Donc ça peut être très rigolo à explorer, à mon avis. Top down. Hop. Je sais pas si dans le tas, je vais avoir un bordel sur le bench. Ça va être phénoménal après. Je vais passer 2 jours à ranger. On n'est pas à 1/10 du carton, hein. Une enveloppe jaune, ça peut être que bien. J'ai pas passé le lien de. Hop. Ah, je sais plus qui c'est qui me dit tout le temps sur Twitter que chaque fois qu'il y a un hackable qui sort, chaque fois ça lui fait dépenser énormément de sous parce qu'il achète tous les trucs qui sont dans le magazine. Faut pas qu'il. C'est pas Latéralus. Il m'en veut. Ouh, ça. Ouh, ça c'est intéressant. Ça, je pense que ça peut intéresser Fixou, voire tous les autres qui bidouillent avec des cartes. Il y a un truc absolument détestable avec là où le Raspberry Pi Pico, c'est le connecteur micro USB. Parce que fut un temps le micro USB, on a tous des tonnes de câbles micro USB, etc. Et on transitait depuis les fiches USB carrées, là, je crois que c'est du B ou un truc comme ça. Sauf que maintenant, la transition vers l'USB-C est finie. Et c'est super galère quand on se retrouve avec un truc comme ça. Et la plupart du temps, alors moi j'ai trouvé la solution. La solution c'est ça. C'est une tonne d'adaptateurs en tout genre. Donc là, typiquement, USB-C vers micro USB. Et je branche ça comme ça. Et puis, voilà, j'ai une paire de connecteurs USB-C qui pendouillent sur mon bureau là-bas derrière. Et ça me permet d'éviter d'avoir à chercher des câbles, etc. Je sors en USB-C, je rentre sur le micro USB et c'est réglé. C'est bien, mais à force de brancher et débrancher l'adaptateur et l'USB-C, c'est quand même pénible. Et surtout, à moins d'en acheter des tonnes, comme là, alors ça c'est pareil, ça vaut des clopinettes, hein. Ceux-là ils sont en plastique, mais j'en ai en métal aussi, donc plus durable. Donc de toutes les sortes, etc. On finit par les perdre. Il y en a partout de ces trucs. Du micro USB, il y a partout. Il y en a sur la Raspberry Pico, il y en a sur les cartes de développement. Hop. Comme ça. Donc ça c'est un vrai kit de développement FPGA. Mais c'est pareil. Vous voyez, j'en ai mis 2 parce que c'est du micro USB et moi, mes sondes et mes machins, c'est de l'USB-C. Et comme je cours tout le temps après, tu les laisses dessus. Et à force de les laisser dessus, il en faut d'autres et ainsi de suite. Et on finit par se retrouver avec une tonne d'adaptateurs de ce type-là. Partout qui traînent et ça finit par être exactement comme les serre-joints. La quantité en bricolage qu'il faut de serre-joints, c'est la quantité de serre-joints qu'on a, plus 1. Toujours. Quelle que soit la quantité de serre-joints qu'on a. Et ça, c'est pareil. Du coup, l'alternative, c'est de tout simplement remplacer le connecteur. Plus. Lumière.
Mieux comme ça, mieux. Et donc, ça, ce sont des connecteurs USB-C, mais qui sont faits pour remplacer le connecteur micro USB. Alors. Et ça se met exactement dessus. Voilà, là on voit les reflets. C'est exactement le même profil. Et donc il suffit de dessouder le connecteur micro USB et de souder l'USB-C à la place. Et par contre, il faut faire super attention parce qu'il y a deux sortes de connecteurs. Il y a ceux, alors je vais regarder. Ah bah super, ah si. Alors vous verrez pas parce que j'ai beau zoomer, mais on distingue sur la droite du connecteur, là, il y a un petit G qui marque la masse, parce qu'ils sont pas tous pareils. Ouais, bon, ça c'est typiquement le... Voilà, on va enlever le petit truc. Et dans la boîte qui a été commandée, il y a deux sortes, avec un avec la masse à droite, et voilà l'autre. Ça c'est le deuxième. Et ça se voit pas super bien, mais là, il est à gauche. Donc il y a deux modèles différents. Et donc il ne faut pas se planter, parce que si on met une masse à plus 5, c'est pas globe, quoi. Et parce que ces connecteurs-là, il y a deux types. Alors là, c'était une offre, il y avait 5 de chaque. Du coup, avant d'en acheter d'autres, ça me permettra de voir. Et surtout, ben, ça, dessouder, ce sera sans doute à l'air chaud, vu que j'ai déjà branché les broches dessus. Jolie la broche tordue. Donc pour mettre à jour mes Raspberry Pi Pico. Après que ça soit tout à fait clair, les clones de Raspberry Pi Pico avec un connecteur USB-C coûtent moins cher que la Raspberry Pi Pico originale. Donc l'autre solution, c'est de laisser ça dans un placard, mais j'aime pas ça, et de racheter des clones chinois avec un connecteur USB-C, et puis c'est fini, quoi. Mais généralement, ce que j'aime bien, c'est comme pour le Caméléon Ultra, j'aime bien acheter le modèle officiel, le vrai, parce que il y a un souci de qualité que des cloneurs chinois n'ont pas. Et en même temps, avoir les alternatives, comme ça, si je fais des grosses bêtises avec, dans le cas du Caméléon Ultra, le firmware qui est dedans, quand on commence à le bidouiller, on peut briquer le Caméléon Ultra, et là c'est poubelle parce que le truc est noyé dans la résine. Donc même pas en rêve, on peut le réparer. Donc essayer des trucs sur des alternatives pas chères, mais quand même développé sur du matériel original, ça a son intérêt. Là, il n'y a pas de... Si j'ai une carte Raspberry Pi Pico, un clone chinois que j'ai acheté à 2 euros, etc., et que mon programme a un comportement bizarre ou la carte reboot, etc., le premier truc que je vais faire, c'est douter du matériel. Pas de mon code. On a tous ce biais-là. Bien sûr, c'est pas ma faute, c'est pas mon code, c'est pas ma lib et compagnie. Il vaut mieux avoir une carte officielle, au moins une, pour tester et être sûr que ça vient pas d'un composant défectueux sur un clone. C'est pour ça que je préfère, à la limite, dessouder le connecteur, souder ça à la place et avoir une Raspberry Pi Pico officielle avec de l'USB-C. Par contre, il y a un truc qui m'échappe complètement. La première version de la Pico, quand elle est sortie, il y a des gens qui ont posé la question pourquoi vous n'avez pas mis un connecteur USB-C et Ben Upton, à la fondation, et c'était une histoire de coût. Je pense pas que la popularité de cette carte se joue même à 50 centimes. Et un connecteur comme ça vaut pas 50 centimes. Donc je trouve ça bizarre. Pourquoi? Alors oui, il y a des économies d'échelle, mais c'est pas grave, hein. Une Raspberry Pi Pico
Je crois qu'elles doivent valoir dans les 7-8 euros, enfin aux alentours de ça. Je veux dire, c'est pas 50 centimes qui vont empêcher les passionnés d'électronique ou les bidouilleurs d'acheter une carte. Donc mettez de l'USB-C tout de suite. Et la RP, la, la Pico 2, sauf erreur de ma part, a aussi du micro USB. J'ai un gros... Non, non, c'est aussi du micro USB, c'est pas de l'USB-C non plus. Donc, ouais, non, je sais pas, ça tient pas forcément la route comme discussion. Je vais retrouver aussi, hop, navigateur. Ça c'est fait. Ah bah ils sont là. Hop. Je crois pas avoir acheté ça 13 euros. Ah si. Ah ok. À mon avis, il y a des alternatives moins chères maintenant. Il suffit de regarder en dessous. Ouais, ok. Donc il y a aussi 10 pièces, les deux sortes. Et ça arrive souvent ça. Ah bah tiens, je viens de cliquer sur une offre. Ah ben, hop, c'est le truc où il faut en prendre plusieurs. Du coup, je l'achète, je regarde et j'achète plein d'autres trucs avec. Bah après, ça fera des streams, hein, donc je vais vous mettre le lien quand même, mais c'est clairement pas ce produit-là qu'il faut acheter, parce qu'avec le recul, 13 euros, ça fait chéro quand même. Par contre, on voit bien là la différence entre le premier modèle, avec G à gauche et V à droite, donc G la masse, V VCC l'alimentation, et l'autre modèle avec G à droite et V à gauche. Et je pense que les résistances là, c'est ce qui détermine directement le fait de la tension à utiliser en USB-C. À défaut d'un contrôleur Power Delivery, c'est ce qui fait que l'alimentation est juste à la bonne tension. De tête, hein. Je vais regarder ça il y a très longtemps. Je vais vous le copier. Oui, comme dit, je vous le copie. Achetez pas cela. À mon avis, il y a moins cher maintenant. Et hop. Quelle heure il est? C'est l'heure passée du goûter. Je prends pas de goûter, c'est juste pour la forme. Ah, il y a des trucs que j'ai déballés avant de me décider à, à faire le stream, mais je les ai pas ouverts, promis. Alors ça c'est des guirlandes lumineuses. Alors il y a une chaîne YouTube que j'adore et qui d'ailleurs m'a donné l'idée de faire ce stream parce que je commande plein de trucs sur AliExpress, mais j'en parle à personne si ce n'est ceux qui finissent en article. Et par contre il y a bigclive.com sur YouTube qui en ce moment fait pas mal de vidéos justement de déballage AliExpress aussi, mais pas en live. Et c'est ce qui m'a donné l'idée c'est ce qui m'a poussé à me dire tiens je pourrais streamer aussi puisque de toute façon je commande autant que ça profite à quelqu'un. Et c'est là-dedans que j'ai vu ça. C'est Big Live qui avait testé ça et il a dit un truc absolument merveilleux à propos de ce produit, c'est que apparemment les LED sont des LED intelligentes, à savoir des what the fuck l'adresse du colis. J'ai laissé mon adresse? Non. Si? Duquel tu parles? C'était ça, l'adresse du colis? Apparemment, oui, c'est une adresse en Belgique. Non, normalement, j'ai d'autres... si, c'est bon. Bon, j'ai raté un truc. Oui, ce que je disais, c'est que alors des guirlandes lumineuses qui changent de couleur, il y en a de toutes les sortes et de toutes les espèces. Généralement, quand on voit 3 fils ou 4 fils, il y a un microcontrôleur dans ah, je perds mes mots. Dans la clé USB ou dans le bloc d'alimentation, le bidule qui contrôle la guirlande. Généralement, il y a 4 fils, à savoir RGB et puis une masse et puis point barre.
Là, en l'occurrence, d'après ce que a dit Clive et d'après ce que je vois aussi, il y a 3 fils. C'est un peu... Ouais, 3 fils. Donc, ça veut dire alimentation, masse et signal de données. Et les petits blobs qu'on voit là, qui sont supposés étanches, en fait, ce sont des LED adressables du type VS 2812. Et le but du jeu, c'est d'avoir une guirlande, comme ça, mais pas du tout d'utiliser le contrôleur qui est avec. C'est démonter, dessouder et piloter directement avec un montage ESP32 ou une Raspberry Pi Pico la guirlande. Est-ce que... On va quand même s'amuser un peu histoire de mettre de la lumière. Tiens, je vous dis, les adaptateurs USB, on en achète de toutes sortes, mais il y a toujours de quoi faire. Là, j'ai de l'USB-C. Hop. T'es gentil, la lumière de... Hein? Et USB-C vers USB-A. Et puis zou, quoi. Je suppose que... Voilà. On. Donc, bon truc pour les gens qui veulent savoir si leur télécommande elle marche. Nous, on voit pas la lumière des télécommandes infrarouges, que ça soit celle-là ou celle d'une télé ou de n'importe quoi. Les caméras, elles voient le signal. Donc si vous savez pas si votre télécommande de téléviseur a besoin de changer ses piles ou pas, vous sortez votre téléphone, vous prenez la caméra, vous filmez la LED, vous appuyez sur un bouton, et si le téléphone voit de la lumière, c'est que la pile elle est pas morte. Par contre, pourquoi ça marche pas? Oui, je vais récupérer l'application, bien sûr. Alors ça c'est pareil, vous faites ce que vous voulez, mais quand je reçois un truc d'AliExpress avec un QR code qui renvoie vers un site qui permet de télécharger un fichier APK ou n'importe quoi, c'est hors de question, quoi. Il y a assez de malware dans la nature, y compris sur les stores. Si ça pointe sur une boutique, sur un lien d'un store pour Android connu, d'accord. La plupart du temps, c'est directement le fichier APK. Je vous raconte même pas la saloperie qu'il doit y avoir dedans, quoi. Technical overview, brightness, machin, gna gna gna. Ok. Ouh. Cisouli, Orange Pi, le repos Google Drive à fuir. Le problème d'Orange Pi, j'ai des Orange Pi qui traînent. C'est pas trop le Google, que ça soit de Google Drive ou sur orangepi.com/DNL ou un truc comme ça, c'est pareil. Moi, ce que je déteste avec Orange Pi, c'est que toutes leurs distribs, c'est des one-shot. On fait une carte, on fait une distrib à partir d'une Ubuntu LTS ou d'une Debian, etc. Et on n'y touche plus jamais. Jamais. Du coup, 5 ans après, parce que 6 mois après, ils sortent une nouvelle carte, ils sortent une distrib mise à jour dessus et ils reviennent jamais sur l'ancien. Et en fait, toutes ces cartes, que ce soit Orange Pi ou Ratxa et les autres, il n'y a jamais de suivi de distrib. Jamais. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est partir sur une Raspbian ou un truc comme ça, mais le device tree sera jamais mis à jour. Et la plupart du temps, les distribs sont pas finis, hein. Il y a des trucs qui manquent. Donc maintenant, je garde ce genre de carte pour me torturer l'esprit et essayer de faire tourner soit OpenBSD, soit FreeBSD sur la plateforme ARM. Parce que au moins là, on arrive à faire soi-même le suivi, quoi. Parce que se retrouver avec une distrib d'il y a 5 ans pleine de trous, sur un système embarqué, non, quoi. Le pire, c'est que le matos est sympa, mais zéro driver est support. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que même en milieu industriel, semi-industriel,
Raspberry Pi est utilisé ou BeagleBone, bien qu'il soit un peu à bout de souffle, euh, bah, c'est qu'il y a un support. T'as Pi 3 ou t'as Pi 4 dans 5 ans, eh ben, la nouvelle distrib marchera dessus parce que eux, c'est pas juste des one-shot, ils veulent vendre des cartes et une fois que c'est rentabilisé, ils passent à autre chose. Ils ont une réputation à tenir et, et c'est pour ça que c'est préférable. C'est triste à dire parce que c'est un bloatware fini. Hein. Je veux dire, t'installes une Raspbian OS. Non, pas Raspbian OS, c'est Raspberry Pi OS. Ça, c'est un truc qui m'a bien énervé parce que c'est une Raspbian bidouillée, enfin modifiée, mais c'est pas Raspberry Pi OS, non, c'est une distrib. C'est pas un OS, c'est une distrib. Mais bon, ça, c'est mon côté intégriste. Ce que je voulais dire, c'est que bah voilà, il y aura toujours du support, quoi. Il y a peut-être certainement une carte Pi 6 qui sortira Pi 5. Non, 5 c'est sorti, Pi 6. La distrib, maintenant qui est disponible Raspberry Pi OS, en 32 bits, fonctionne sur la première Raspberry Pi d'il y a 10 ans. Avec un noyau récent, des drivers récents, des patchs et des correctifs récents. Ce qui sera jamais le cas d'une Orange Pi ou d'autres cartes du même type, quoi. Et c'est dommage. À moins de se palucher le truc à la main, quoi. Mais bon. Bah. Donc revenons à nos moutons. Apparemment, on peut mémoriser des trucs. Donc, a priori, donc ce coup-ci, on va la démonter direct parce que ça restera pas entier. Donc c'est juste clipsé. Qu'est-ce que c'est 2541-517. Ça, je vous parie tout ce que vous voulez que c'est une déclinaison de ça ou pas loin, quoi. Mais ça m'importe peu. Tiens, une antenne. Une antenne temps et temps de couleur, RGB. Ah, ça fait du Bluetooth. Ouais, non, Bluetooth, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les LED. Et... Et à mon avis, effectivement, après, il faut trouver le modèle exact de ce que c'est comme VS2812 ou affilié. Mais effectivement, on a tweezer, on a une masse, un signal data et une alimentation. Du coup, ça veut dire que contrairement au firmware qui est contrairement au firmware qui est sûrement embarqué sur le microcontrôleur qui est là, alors déjà, on peut recycler le récepteur infrarouge, le bouton, il y a un micro, et le micro, bon, le Bluetooth, limite, je m'en fiche. Par contre, ouais, je vais dessouder ça. Et contrairement au firmware qui est intégré, où il y a des motifs, etc., pour faire tourner les couleurs, et puis... Ah, c'est peut-être pas un micro, c'est peut-être un haut-parleur. Parce qu'apparemment, ça fait des mélodies. Je suis trop curieux maintenant. Quoi? Ouh! Ça réagit avec le son, c'est un micro. C'est intéressant en soi aussi comme produit, hein. Après, ce genre de truc qui peut vite devenir énervant dans un salon ou un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup le côté organique des LED. Une espèce de petit blob alien comme ça. Ok.
Ouais, non, ça peut être intéressant en soi, comme décoration, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse plus avec ce genre de truc, je ne sais pas combien il y a de LED dessus. Laisse-moi espacés. Ouais, 1, 2. Il y aura une cinquantaine, c'est écrit sur la boîte peut-être. Hop. Nightlight Festival, 8 cm, machin. USB Light, ouais, d'accord. « 16 couleurs loop. Non, il n'y a pas la quantité de LED qu'il y a dessus. C'est pas grave, je contrôlerai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de piloter chaque LED individuellement. Ça veut dire que si ce truc-là, on le déroule et on s'arrange pour que chaque ruban, un peu comme ça, si je fais ça, en fait, on arrive à dessiner un 8, comme ça, touc, 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 et on arrive à afficher des valeurs numériques, par exemple. Ou alors, on peut faire une ligne, arriver au bout, revenir, etc., et on fait une matrice. Ou alors une spirale, et on affiche dessus ce qu'on veut. On peut faire une montre, et c'est là l'intérêt de ce genre de truc. Le microcontrôleur, on s'en fout. Là, c'est littéralement... je sais pas si j'ai des... Non, j'en ai pas là, sous la main. Mais c'est comme les rubans de LED intelligente, sauf que, a priori, c'est à tester. C'est censé être donné pour l'extérieur, mais quand je vois le connecteur qui est simplement coupé avec les trucs à l'air libre, ouais, je suis pas sûr que ça tienne longtemps dehors, hein. Mais à mon avis, on peut faire plein de choses intéressantes avec un machin comme ça. Je vais vous donner le lien parce qu'à mon avis, ça devait pas être cher. Et ça peut être recyclé en plein de choses. Ça va clairement finir en article. Il faut juste que je trouve une idée assez rigolote pour faire le truc. Pas forcément une décoration, mais peut-être justement un afficheur. Hop, navigateur. C'est ça. Hop, hop. Ouais, alors j'en ai commandé deux. Le deuxième est ici. Ah, c'est ballot, j'ai pas la déclinaison, je sais pas. Parce que c'est forcément la même page. Je vais vous filer le lien. Mais voilà, je vous copie-colle le lien. Ça, c'est 5 mètres. À mon avis, c'est plus que 5 mètres. Si c'était sur la boîte, je l'ai envoyé valser. Qu'est-ce qu'on a? Non, il n'y a pas la déclinaison sur la boîte. Il y a 5 mètres, il y a 20 mètres et il y a 10 mètres. Alors moi, me connaissant, j'ai dû prendre la voie du milieu, à savoir le 5 mètres et le 10 mètres. Mais voilà, vous voyez les prix. Je veux dire, 5 mètres, les LED sont espacés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 cm. Donc 5 mètres, espacé de 10 cm, sauf erreur de ma page, on a 50 LED. 50 LED adressables à 3,29 €. Et la version 20 mètres, ça fait 200 LED adressables à moins de 7 €. Ça coûte vachement moins cher que d'acheter des rubans de VS2812 ou équivalent. Celui-là, je le garde précieusement parce qu'à mon avis, le week-end, il n'est pas encore fini. Je pense que je vais tout de suite enchaîner sur qu'est-ce que je peux faire avec. 4h30. On va revenir top-down. Donc ça, pas de surprise, c'est la même chose. Ça, c'est la version 5 mètres. Avec encore une télécommande. Télécommandes qui, soit dit en passant, peuvent servir à plein d'autres choses. Parce que il y a un composant qu'on trouve facilement sur eBay ou sur... c'est vieux, hein, c'est des vieux montages qui se faisaient avant Arduino.
J'utilisais déjà ce genre de choses avec les microcontrôleurs, les AVR, les petits Atini, etc. Il y a des petits modules à trois pattes qui s'appellent des TSOP 1738 et 1736, qui sont des récepteurs infrarouges qui sont capables de recevoir ce qu'émet ce genre de choses. Derrière, ça sort un signal sur une broche que vous pouvez décoder. Et chaque télécommande envoie un signal, une information, un mot ou une trame qui lui est propre pour chaque bouton. Et du coup, vous pouvez créer un montage à base de microcontrôleurs qui est télécommandable à partir de ce genre de petit bidule. Et c'est pour ça que très longtemps, j'ai conservé toutes les télécommandes que j'avais. Mais je trouve que ce petit format-là, format carte de crédit, pourquoi il ne propose pas de guirlande à 0,99 ? Attends, il n'y a pas là 0,99 ? Navigateur. Il y a 3, moi j'ai 3,29€ pour le 5 mètres, 6,69€ pour le 20 mètres et 4€ pour le 10 mètres. Qui tu dis, toi? Pourquoi Ali me propose pas la guirlande? Hein, 20 mètres, 0,99. Chavenet, je comprends pas. 20 mètres, 0,99, 5,95. Ah, c'est la réduction dont tu parles, la guirlande? C'est peut-être parce que j'en ai déjà acheté, hein. Après, ça, c'est un truc que j'ai déjà vu. C'est les prix changent d'un jour à l'autre et offre du nouvel an. Ok. Ah ben si c'est une offre, bah 1€. Ouais, mais 1€ et plus le port. Donc tu dois avoir quand même. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut faire super gaffe sur AliExpress des fois. Euh, pour certains matériels, euh, c'est une offre super accrocheuse. C'est, ah, regardez, une guirlande, ou alors un écran LCD super pas cher à 1€. Puis quand tu arrives sur le produit, non, c'est le cash qui est à 1€ et l'écran LCD, il vaut 45. Il y a ça. Et des fois aussi, comme sur eBay, tu as le produit qui est à 1€ et il te colle 15€ de port. Donc au final, tu as acheté le produit 16€. Mais, euh, mais si le port est pas démesuré sur ça, bah ouais, 1€, tu réfléchis même pas, quoi, hein. C'est-à-dire que tu t'en fous, même s'il marche pas. Celle-ci, ça fait des déchets électroniques. Mais combien je les avais achetés, moi? Ah bah moi, j'avais le total, tu vois. Total de la commande, 7€. Donc ça devait être aussi une offre promotionnelle, etc. Parce que là, c'est à 3€. Et disons que j'ai pris le 10, 3. Ah si, c'est à peu près le même prix que je l'ai commandé. C'est quoi ça? Ah. Par contre, j'ai pas reçu mon poulpe, c'est vrai ça? Ça avait l'air rigolo et je crois pas l'avoir reçu. Top down. Hop, donc ça on va garder. Quelle heure il est? Je commence à fatiguer. 16h34, on en fait encore un? Hop. Non mais Denis, si tu commences à mélanger les paquets pleins avec les paquets vides, il y a roulé sur les enveloppes en plus. Ouais, non, ça c'est. Ça a l'air rigolo.
Alors ça c'est le truc, c'est avec les emballages AliExpress, toujours bien vérifier qu'il reste... Eh, c'était pas prévu, hein. Je vous dis toujours vérifier qu'il reste pas un truc dedans, et il restait un truc dedans. Ça, je sais ce que c'est. Et encore une fois, 3 produits. Ça, c'est un des moments où je me suis contrôlé. Je vois pas ce que vous dites. Hop. Après, j'ai galette. Donc ça, c'est un récepteur DCF77. Je sais plus du tout pourquoi j'ai acheté ça. Sans doute parce que je voulais savoir comment ça marchait. Donc, je crois que ça... Il y a un émetteur à Francfort qui émet régulièrement une trame radio. Je ne sais plus du tout sur quelle fréquence c'est. Je crois que c'est dans les 27 MHz. Avec l'heure. C'est comme ça que avant le GPS et ce genre de choses, c'est comme ça que les montres se mettaient à jour. Et donc ça, c'est un mini récepteur, enfin un récepteur, pas forcément mini, DCF77, donc qui permet de recevoir l'heure n'importe où en Europe par radio. Donc sans avoir besoin de se connecter à un serveur NTP sur Internet ou à, par exemple, coupler ça à un récepteur GPS pour avoir l'heure aussi. C'est une autre manière de recevoir l'heure. C'est pas... Enfin, je sais plus pourquoi je l'ai acheté. Ça, je sais ce que c'est, et ça c'était pour compléter une commande. C'est un... Aouh! Ça fait mal. C'est un boîtier pour connecter une batterie 18650, une batterie, un accu, et donc alimenter un montage. Donc c'est juste un récepteur, un réceptacle. Je vais vous mettre le lien quand même. Hop, je crois que le DCF77, je l'ai vu juste avant. Hop, et hop. Ça, c'est le boîtier pour... Ah oui, bah, kilohertz. Merci Snoop. Ah oui, pourquoi j'ai dit 27 MHz? 27 MHz, c'est la CB et les voitures télécommandées qu'on avait quand on était petit. Donc là, je vous ai passé le lien de la boîte pour l'AQ. Il y a une déclinaison avec 2 18650, 3 18650 et une version avec des 18650 en parallèle. Alors 18650, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si j'en ai. Non, j'en ai pas sous la main. Les AQ 18650, c'est plus gros qu'une pile AA. Et 18650, c'est 18 mm de diamètre et 650 mm de long. En fait, et tous les AQ de ce format-là, cylindrique, utilisent cette nomenclature avec diamètre accolé à la longueur du truc. 18650, c'est ce que vous avez dans les cigarettes électroniques de Warrior, là, et tout plein d'autres trucs. Là, l'intérêt de ce modèle-là, c'est ça s'encastre dans un boîtier. Comme j'ai un truc de découpe laser, bah, ça permet d'intégrer ça directement dans le boîtier et c'est propre, quoi. Et du coup, et ça, je sais ce que c'est. Donc, ça, je fais. Je vous copie-colle le lien du CTRL-C. Je vais avoir mal à la gorge demain, je le sais. Ça, c'est le lien du module DCF77. Et ça... Ah non, je pensais que c'était un adaptateur pour smart card, mais c'est juste des pairboards. Ça aussi, c'était pour finir une commande
de trois trucs. C'est sympa, c'est déjà étamé, etc. Ça se découpe assez facilement à la scie, à métaux. Si le format convient pas, mais ça permet de faire faut mettre des boutons, des machins. Enfin, c'est un pairboard classique, quoi. Mais rouge. Voilà. Je vais vous les mettre aussi. Parce qu'à mon avis, elles étaient super pas chères. Alors, il y a une astuce AliExpress, souvent. Peut-être achetez pas le produit tout de suite que vous voulez. S'il y a un truc qui vous intéresse sur AliExpress, ce que vous faites, c'est que vous vous baladez sur AliExpress, vous mettez... voilà, ça c'est les protoboards. Ouais, ça m'avait tapé dans l'œil parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Et donc 2,50 € pour l'ensemble. Et je les connais, j'en avais déjà acheté en verre. Bonne facture, pas... Comme dit, des pastilles déjà étamées. Ça se soude facilement. Pour vite monter un truc plus solide que sur une platine à essai, c'est sympa. Oui, alors l'astuce sur AliExpress, c'est, alors il faut avoir un compte, hein, sinon il ne vous reconnaît pas, c'est de se balader sur les produits, le mettre au favori, continuer à se balader, éventuellement se balader sur d'autres liens, vérifier les trucs, on se balade, et 2 jours après vous retournez sur AliExpress. C'est-à-dire que vous ne l'achetez pas tout de suite à 2,56 €, soit vous avez un message qui vous dit « Eh, regardez, vous avez un coupon avec 5%. » Alors 5% de 2,56 €, c'est juste une blague, mais on va pas cracher dessus. Ou alors, vous le retrouvez en page d'accueil. Voilà. Alors là, typiquement, ça, je l'ai sur mon bureau, là. Donc celui-là, je l'ai acheté, il me le repropose quand même, c'est pas grave. Et ça, c'est des filaments de couleur que j'avais regardés et qui me proposent maintenant sous forme d'achat par 3. Donc avec le port offert, etc. Et souvent, je les retrouve moins chers que l'annonce que j'avais initialement regardée. Donc c'est ce que j'ai conseillé à ma fille qui voulait acheter des porte-cartes ou je sais pas trop quoi. L'idée c'était non, surtout tu vas pas acheter directement le produit. Tu vas sur le produit, tu regardes le produit très longtemps, tu te balades, tu le mets à tes favoris, 2 jours après, tu peux être sûr que tu as une offre moins chère que le produit que tu avais eu, quoi. Après, AliExpress est super doué pour ça, hein. Je veux dire, par rapport à des sites de boutiques, etc., pour forcer l'achat et inciter et ce genre de choses, ils sont forts. Où est le chat? J'ai perdu le chat, il est là. Sélectionnez la photo du produit, cliquez sur rechercher par photo, ça liste facilement. Ouais. Ouais. Alors, il y en a une, je sais pas si Fixou est encore là, mais qui va complètement. Alors, ça, c'est sûrement dans les paquets. Alors, grâce à Fixou, j'avais découvert ça, qui sont donc des petites éponges toutes mignonnes. Pour nettoyer le flux de soudure, etc., isopropyl. Alors bien sûr, comme ça coûte des clopinettes, on peut en acheter des tonnes. Puis c'est rigolo parce que ça rebondit par terre et tout. Et il y a un truc qui va vachement bien avec. C'est ça. Alors je peux pas l'incliner de trop. C'est un petit récipient pour mettre l'alcool isopropyl pour nettoyer. Ça se dévisse pour le remplir. Et ça marche comme une petite fontaine. C'est-à-dire qu'on vient, là je vais pas exprès mouiller un truc, on vient avec la petite éponge et on appuie sur le support. Et ça met de l'alcool directement dans la petite coupelle. Parce que souvent je m'amusais avec typiquement le vaporisateur classique et puis t'en fous partout, il faut mettre une éponge. Ou alors le petit récipient, j'avais pendant longtemps un petit gobelet en verre, il est là, truc à confiture.
avec l'alcool isopropyl dedans. Mais d'une, un couvercle en métal finit par être oxydé, enfin, le revêtement dessus finit par se dissoudre, ça va pas. Alors que ça, c'est fait pour. Et bah là, je l'ai rempli une fois, je m'en suis déjà servi, ça s'évapore pas. Non, par contre, j'en fous partout. Et donc, c'est super pratique parce que instantanément, on peut vite avoir de l'alcool isopropyl pour nettoyer un truc, que ça soit avec une petite éponge comme ça ou avec un morceau d'essuie-tout. C'est super pratique. Ça, je vais vous passer le lien aussi parce que je sais que j'en ai ouvert un des deux parce que je l'ai reconnu et j'en ai gardé un dans emballé. Mais j'ai trouvé ça absolument génial Après, ça peut peut-être servir à autre chose que l'alcool isopropyl. J'avais un peu peur que... Où est-ce qu'il est? J'avais un peu peur que ça tienne pas l'alcool. Je me risquerais pas à mettre de l'acétone dedans, hein, perso. Il faudrait que je fasse un essai avec sur un petit coin, etc. Mais autant l'alcool isopropyl, ça ne dissout pas tous les plastiques euh, de la planète, autant l'acétone, c'est une horreur, quoi. Donc je vais peut-être faire un essai sur un petit coin. Et donc le produit, c'est ça. Donc moi, j'ai pris le 100 millilitres parce que c'est carré, c'est super stable. J'avais pas trop confiance de prendre des versions plus hautes. Et voilà, ça vaut 2 balles, quoi. Il y a la version 500, 250 et 200. Et ça marche super bien si on a vite besoin, ou même pour un coton-tige. Zou, quoi. Je vais vous mettre le lien. Euh, Là. Et puis voilà. Hop. Bon, ben on est arrivé à peu près, je dirais, à un tiers du carton. Donc je vais me retenir d'ouvrir le reste. Et je verrai, suivant les retours que j'ai, si ça vous a plu, et puis et ce genre de choses, je, je verrai ce qu'on fait, à quelle fréquence je vais streamer, euh, ce que je vais raconter. Est-ce que je change le setup ou pas? Pour l'instant, j'utilise l'ancien PC de gamer de mon fils qui apparemment fait pas trop de bruit et pas trop pénible. Euh, je verrai. Donc pour l'instant, rien de planifié. Mon truc, c'est pas forcément de streamer le week-end. Idéalement, ce que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si tout le monde sera debout, je crois qu'on en avait déjà discuté pendant les lives de 10 000, c'est de faire ça super tôt le matin, quoi. Comme moi, je suis debout super tôt, et quand je dis super tôt, c'est 4h30, 5h, pour bien avoir mes journées. Par contre, ouais, je suis 9h30, je suis au lit, hein. Par contre, toute la matinée, moi, typiquement, avant que les gens commencent une journée de boulot, ben, on peut se faire un stream d'une heure, une fois par semaine, en déballant deux, trois produits ou en essayant un montage ou démontant un truc ou regardant comment marche quelque chose. Moi, typiquement, le matin super tôt, genre 6 heures du matin. Après, je sais qu'il n'y aura pas grand monde, mais ça peut être fun entre 6 et 7 avoir une heure de tech et de bidouille le matin pour bien commencer la journée. Moi, ça me mettrait en forme et peut-être que ça intéresserait des gens avant de partir bosser, quoi, ce genre de choses. Donc, je vais voir. Bon, bah, c'était sympa. Pour une première expérience, je pense qu'il y a encore deux, trois bricoles à améliorer. Parce que mon bureau est plein et il faut que je range maintenant. Je pense que derrière c'est super sombre, il faudra que je modifie l'éclairage aussi. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Ben, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine fois. Salut!